BFM Business, BFM Crypto, le club. Le club avec nos deux invités en plateau, Valentin Demey, journaliste chez Cryptost, bonjour. Bonjour Stéphane. Et Romain Sagui, directeur des opérations chez CoinHouse, bonjour, merci également d'être en plateau. Laurent Pignot était aussi avec nous en ligne, analyste chez Zone Bourse, bonjour Laurent. Oui, bonjour. On va d'abord parler d'évolution du Bitcoin avec vous. 22% de rebond en l'espace de 5 jours. Rebond depuis le début de la semaine. On a même réussi à effacer la chute qui avait été provoquée par la faillite de la banque américaine SVB. Qu'est-ce qui a entraîné ce rebond ? Et oui, effectivement, à croire que le Bitcoin ne connaît pas la crise. Il reprend depuis dimanche plus de 20% et revient jouer des coudes avec ses plus hauts de l'année 2023, entre 24 500 et 25 000 $. Alors quand même, tout de même, c'est assez surprenant de voir cette résilience du Bitcoin dans un contexte macroéconomique toujours très incertain du côté de l'inflation et aussi avec les tensions bancaires aux États-Unis et maintenant en Europe. Finalement, depuis ce week-end, le Bitcoin se comporte comme la valeur refuge historique de référence, l'or, qui a aussi séduit les investisseurs dans ce contexte tendu. Alors, il est bien trop tôt pour tirer quelconque conclusion en disant que le Bitcoin évolue en décorrélation avec les indices boursiers ou qu'il change tout simplement de paradigme, surtout dans des situations de marché aussi spéciales qu'actuellement. Mais tout de même, cette envolée du cours du Bitcoin contre vent et marée, finalement, sur les marchés traditionnels, fait du bien au moral des crypto-investisseurs. Alors, sur le plan technique, le Bitcoin se positionne donc sur une résistance majeure autour des 25 000 $, une zone qui représente à la fois les sommets du rebond d'août 2022 et le sommet récent de février. Il faut dire qu'on y a cru hier. Le Bitcoin est allé chercher les 26 500 $ avant de se faire rejeter sous les 25 000 $. Preuve que cette zone, finalement, est un seuil majeur à franchir. Si le Bitcoin y arrive, on pourrait le voir partir cette fois-ci vers la prochaine zone importante entre 29 000 et 30 000 $. Et pour finir sur le Bitcoin, sous les pieds, c'est désormais les 22 500 $ qu'il faudra conserver pour rester dans cette belle dynamique haussière à court terme. On est pratiquement à 50% de hausse depuis le début de l'année, Laurent. Est-ce qu'on a des raisons objectives de penser qu'on va retrouver, on va poursuivre la dynamique haussière du début de l'année ? Alors, il faut surtout regarder du contexte macroéconomique une fois que les crises seront apaisées au niveau bancaire. Ça sera surtout au niveau, on peut le voir, des taux d'intérêt, qu'on voit une décorrélation, justement une corrélation entre la hausse des taux d'intérêt et les décisions des banquiers centraux et de l'inflation. Donc, c'est surtout ça qui drive le Bitcoin depuis le début de l'année. Donc, c'est surtout sur ces plans-là, sur les prochaines décisions de politique monétaire américaine et aussi dans une moindre mesure européenne, qu'il faudra regarder l'évolution du Bitcoin sur les prochaines semaines. Et puis, belle remontée également pour l'Ethereum, pratiquement 19% de hausse en l'espace de 5 jours. Quels sont les niveaux techniques à surveiller ? Et oui, effectivement, là aussi, on a eu une belle poussée de l'Ether sur ces derniers jours dans le cycle du Bitcoin. Il bloque sur une zone majeure hier autour des 1 700 $. Et c'est réellement cette zone qu'il faudra qu'il franchisse pour continuer sa dynamique haussière à court terme avant d'aller potentiellement chercher la prochaine résistance importante. Et le prix psychologique, c'est les 2 000 $. Et dans l'autre sens, c'est les 1 550 $ qui devra faire support pour ne pas invalider cette fois-ci l'envolée de ce début de semaine. Merci beaucoup Laurent Pignot, analyste chez Zone Bourse. 29 000 $ pour le Bitcoin, vous y croyez ? En tout cas, c'est tout à fait possible. Ouais. Il y a en ce moment peu de volume sur les plateformes d'échange. On a un marché qui est plutôt irrationnel dans une actualité qui est un peu chaotique. Aller voir 29-30 000 $ dans les jours qui viennent, c'est possible. Comme inversement, les 20 000 ou les 19 000 $. Ouais, on est maintenant habitué à la volatilité. On va commencer avec un chiffre, Valentin. 213 milliards de dollars d'ici 2030. Et oui, et c'est un chiffre impressionnant. Alors on va le qualifier tout de suite, ça serait potentiellement la capitalisation des monnaies numériques de banque centrale. Alors on est en plein dans les sujets actuels, puisque ça va toucher aux banques, ça va toucher justement aux problématiques de faillite bancaire. Et dans la crypto-monnaie, on a tout ce qu'on appelle les monnaies numériques de banque centrale, MNBC, avec le e-euro qu'on attend d'ici 2026-2027, l'euro numérique du coup, et d'autres pays dans le monde qui ont déjà leur monnaie numérique de banque centrale et qui fonctionnent plus ou moins bien. On en a en Chine qui est très avancée, et à l'extérieur du monde, d'autres parties du monde qui le sont également. Et 213 milliards de dollars, ça serait une augmentation de 260 000% par rapport aux quelques centaines de millions de dollars qui sont aujourd'hui sur ces monnaies numériques de banque centrale, qui sont encore une fois en test. Mais l'un des sujets très intéressants qui nous intéresse là, c'est qu'avec une monnaie numérique de banque centrale, vous avez probablement un compte du coup directement relié
c'est la grande question, mais c'est la tournure que ça prend à la Banque centrale. La Banque centrale ne pouvant faire faillite, on sera à l'abri des faillites systémiques ou des inquiétudes aujourd'hui du système avec des banques privées. Dans l'actualité. Voilà, exactement, qui pourraient poser problème. Donc 260 000%, c'est des augmentations assez faramineuses. Les usages le seraient aussi. On sait qu'on abandonne de plus en plus le cash au profit de la digitalisation des monnaies, de la numérisation des monnaies. Et donc l'incarnation de tout ça, c'est ces fameuses devises étatiques qui se transforment en crypto MNBC. Romain Sagui, directeur des opérations de CoinHouse, on va revenir sur la faillite de la SVB, la Silicon Valley Bank. Pourquoi est-ce qu'elle a fait faillite? Est-ce que c'est vraiment lié à la crypto? Ça n'a rien à voir avec la crypto. Pourtant, on a dit c'est une banque qui a financé tout le secteur technologique, c'est la banque de la Silicon Valley et certains ont fait le raccourci. Oui, alors ça n'a rien à voir avec la crypto. En revanche, la Silicon Valley Bank, effectivement, est la banque préférée, si vous voulez, des startups de la Silicon Valley, ce qui est le seul lien éventuellement entre les deux écosystèmes. En revanche, ça a tout à voir avec le fonctionnement normal, malheureusement, de nos institutions bancaires, sur fond d'un contexte particulier de la politique monétaire de la Banque centrale américaine. Il faut comprendre le fonctionnement d'une banque de dépôt. Vous êtes une entreprise, vous êtes un particulier, vous déposez vos fonds à la banque. Ces fonds ne restent pas sans rien faire à la banque. La banque va placer 80-90% de ses fonds sur des placements plus ou moins risqués, en l'occurrence plutôt peu risqués à l'origine, des bons et des obligations du Trésor américain. En revanche, tant que tout se passe bien, pas de problème, vous pouvez récupérer vos fonds. Il y a deux problèmes qui peuvent se poser, c'est si tous les clients de la banque veulent récupérer leurs fonds en même temps. C'est ce qu'on appelle un bank run en anglais. Ce que l'on appelle un bank run qui pose un problème de liquidité, c'est-à-dire que la banque n'a pas immédiatement les disponibilités pour répondre à la demande. Et ce qui s'est passé dans le cas de la Silicon Valley Bank, c'est aussi le deuxième cas, à savoir que si vous avez placé ces fonds sur des actifs qui perdent de la valeur, vous pouvez vous retrouver dans une situation où vous n'avez plus assez d'actifs pour couvrir les dépôts des clients. Or, même si les placements de la banque étaient historiquement peu risqués, en réalité, les politiques de hausse de taux ont fait baisser la valeur des obligations dans lesquelles les fonds étaient placés, et la banque s'est retrouvée en situation de faillite comptable. Quel est le lien avec les cryptos et en particulier avec le stablecoin USDC ? Alors, vous avez une société dans l'écosystème crypto qui s'appelle Circle. Et la société Circle émet ce que l'on appelle un stablecoin, donc une crypto qui est adossée au dollar. Un USDC égale $1. Comment ça fonctionne ? En fait, la promesse de Circle est de vous dire, vous venez chez moi et si vous avez des USDC, je vous les échange contre un vrai dollar. Mais pour pouvoir tenir cette promesse, elle a besoin d'un collatéral, de réserves. Et ces réserves, évidemment, elle les place dans des banques. Plusieurs banques réparties dans différentes institutions américaines. Et parmi ces banques-là, vous aviez notamment la Silicon Valley Bank, la Silvergate Bank, qui ont toutes les deux fait faillite en fin de semaine dernière. Et donc, vous avez des fonds de Circle qui se sont retrouvés bloqués. Ça a créé une panique puisque les investisseurs se sont demandé si des fonds sont bloqués, est-ce que vraiment un USDC vaut toujours $1 ou pas ? Ça a été la panique du week-end dernier. Pour l'instant, c'est résorbé. Valentin ? C'est très impressionnant effectivement d'avoir vu ce stablecoin qui était l'un des plus sûrs. En tout cas, on était tous d'accord dans l'écosystème pour dire que s'il fallait choisir un stablecoin, c'était celui de Circle et l'USDC. Mais juste pour peaufiner ce que tu viens de dire, effectivement, Romain, 77% du backing, c'est-à-dire de ce qui conservait la valeur réelle de l'USDC dans les comptes de Circle, c'était des obligations, donc des obligations à très court terme des États-Unis, et environ 20% du coup c'était du cash réparti sur 8 banques, dont effectivement 2 d'entre elles sont en difficulté, 3 même, et donc ça a créé cette panique sur 20% du cash qui était donc réparti sur 8 banques, et en l'occurrence c'était 3,3 milliards qui étaient incriminés dans le cadre de SVB, et ça s'est calmé très vite lorsque le président directeur général de Circle a annoncé qu'il prendrait à perte avant que la Fed dise que ça prendrait, c'est eux qui prendraient la perte des banques, et donc ça a rassuré le cours. Et effectivement, ce stablecoin qui, pendant les 2 jours où les banques étaient fermées, ne pouvait pas être échangé contre un vrai dollar, a vite retrouvé son ancrage et aujourd'hui est de retour à 1 pour 1. Donc on peut de nouveau échanger un USDC contre n'importe quoi dans l'écosystème crypto, dollar compris. Et on parle des portefeuilles d'obligations. C'est très bien que la remontée des taux a eu un impact négatif sur les portefeuilles obligataires puisque la valeur des obligations évolue en sens inverse du rendement. Pour revenir sur Circle, Romain, est-ce qu'il faut craindre un effondrement de l'entreprise Circle ? De Circle. Pas à court terme. Comme l'a dit Valentin, à court terme, l'orage est passé. Le gouvernement américain s'est porté garant des dépôts dans les banques. Il n'y a pas eu de bank run chez Circle. L'USDC est revenu à une valeur de $1. Donc, cette problématique de court terme a passé. Ce qu'il faut en revanche regarder, ce n'est pas Circle en tant qu'entreprise, c'est plutôt l'impact que ces faillites bancaires peuvent avoir
en termes de contagion sur le reste du système bancaire américain et au-delà du territoire américain en Europe. Et là, c'est plutôt une question macroéconomique de voir comment la Fed va gérer cette problématique bancaire. J'aimerais qu'on revienne l'un et l'autre, puisqu'on en a parlé au début, mais cette remontée spectaculaire du Bitcoin, pourquoi est-ce qu'il reprend des couleurs dans un contexte de crise? Est-ce que les cryptos ont plutôt un terrain favorable lorsqu'il y a des crises? Ou est-ce que c'est un hasard? Non, alors c'est évidemment pas un hasard. Déjà, si on revient un peu sur la genèse de Bitcoin, on verra, Romain, tu pourras en parler plus que moi, puisque tu as plus le côté historique de par ton expérience dans cet écosystème que moi. Mais effectivement, Bitcoin a été créé pour ce genre de problème. On en a parlé hier sur ce plateau. Et puis, évidemment, on est pile dans un moment où on s'interroge sur le pivot des banquiers centraux. Est-ce que finalement, on va peut-être aller moins vite sur le resserrement du monétaire? Donc, évidemment, ça profite aux actifs risqués. Là, Bitcoin est tout pile entre la tangente de ça va peut-être être moins serré que d'habitude, et en plus, le meilleur actif qui a été créé dans le narratif équivalent il y a plus de 10 ans, c'était dans une même panique bancaire, et a priori ça retrouve ses couleurs, en tout cas je pense, Romain. Oui, il faut se rappeler que Bitcoin est créé, alors le white paper, le livre blanc de Bitcoin est publié en 2008, les premiers Bitcoins créés le 3 janvier 2009, à la suite de la crise précédente, la crise de 2007-2008. Les subprimes, la faillite de Lehman Brothers. Exactement. Et d'ailleurs dans le bloc initial, le premier bloc de la chaîne Bitcoin, vous avez le titre du Times qui rappelait justement que les gouvernements, notamment anglais, devaient renflouer les banques pour les sauver. Et Bitcoin a été créé justement pour proposer un système alternatif à ces systèmes bancaires traditionnels. Mais il n'avait encore jamais traversé une crise de cette ampleur, puisqu'il a été créé après. Donc il va être très intéressant de voir s'il tient sa promesse dans le cadre de ce qu'il se passe aujourd'hui, et malheureusement qui devrait s'empirer dans les semaines et les mois qui viennent, mais c'est sa promesse historique et technologiquement ça fonctionne. Donc nous devrions effectivement voir des investisseurs, particuliers, entreprises, institutionnelles, comprendre la valeur intrinsèque de Bitcoin et se positionner dessus, ce qui justifierait des hausses sans doute à moyen terme. Ça peut paraître un peu paradoxal parce que le Bitcoin, on le connaît surtout pour sa volatilité. Or, il a plutôt bien résisté dans des contextes de forte volatilité sur les marchés. Oui, alors le Bitcoin n'a pas été créé pour avoir une valeur en euros ou en dollars. Donc sa volatilité est plutôt un taux de conversion en euros en dollars lié à des marchés qui sont encore immatures. Et d'ailleurs, elle diminue dans le temps. Quand vous regardez depuis 10 ans, cette volatilité a tendance à s'affaisser, même si elle reste clairement très élevée. Donc on verra. Il y a eu avant 2020 plutôt une décorrélation entre l'évolution de Bitcoin et celle des marchés traditionnels. Depuis 2020 et la crise Covid, plutôt une très forte corrélation liée notamment à l'impression monétaire massive, donc une très forte corrélation entre Bitcoin et les marchés traditionnels. À voir si désormais on sera les témoins d'une nouvelle décorrélation. Un mot de CoinHouse, vous êtes le directeur des opérations de CoinHouse. Comment est-ce que vous gérez ce type de situation? Est-ce que vous êtes impacté? Nous ne sommes pas du tout impactés. Et en revanche, il faut regarder, de manière générale, quand vous regardez une plateforme d'échange de crypto ou une plateforme d'investissement que nous sommes, vous avez plusieurs éléments à regarder. La première chose, c'est la bancarisation. Pour investir en crypto, il faut des euros et transformer ces euros en crypto. Et inversement. Et Silicon Valley Bank, Silvergate et la Signature Bank étaient 3 banques importantes pour l'écosystème crypto, notamment dans le monde dollar. Donc pour toutes les plateformes qui acceptent du dollar, il faudra regarder si ces faillites ont un impact demain. Nous, c'est pas du tout le cas, on travaille avec des acteurs européens. Le deuxième élément important, ce sont nos investisseurs, les utilisateurs. Comment peuvent-ils réagir face à ce type de DPEG, donc de perte de valeur d'un stablecoin? Alors chez nous, vous avez 3 stablecoins, l'USDC, l'USDT et l'EURL, qui est un stablecoin euro, donc adossé à l'euro, qui vous évite de subir des variations avec le dollar. Et donc ils peuvent basculer de l'un à l'autre. Ou, ce qu'ont fait beaucoup d'entre eux, profiter des baisses sur le Bitcoin et de la crise sur les stablecoins pour investir justement en Bitcoin tant que son prix est plutôt bas. Réunion de la Banque Centrale Européenne demain, réunion de la Fed la semaine prochaine. On attend maintenant un fléchissement dans le cycle de hausse de taux. Comment est-ce que ça peut impacter les crypto-monnaies? Alors si ce fléchissement a lieu, on est quand même face à des conditionnels. On est quand même, les banques centrales sont quand même face à un dilemme extrêmement difficile à résoudre. Entre inflation et ralentissement du rythme de hausse des taux pour préserver notamment le secteur bancaire. Exactement, mais si ce ralentissement de la hausse des taux devait avoir lieu, ce serait positif pour les actifs risqués de manière générale, donc marché actions traditionnels et crypto, comme on l'a vu dans les dernières années. On va terminer avec une info, et Valentin Demey, le Parlement européen adopte un projet de loi sur les smart contracts. Est-ce que c'est réalisable? Alors effectivement, c'est toute la grande question, mais c'est surtout totalement en adéquation avec ce que vous venez de dire, Romain, sur notamment la robustesse d'un système décentralisé, d'un système lié au celui des crypto-monnaies,
qui existe depuis 2008 avec Bitcoin, qui a été incarné par Bitcoin et l'invention de Satoshi Nakamoto, mais qui a pris ensuite beaucoup plus d'ampleur avec des contrats programmables, avec des blockchains programmables comme Ethereum. Et ça me fait d'ailleurs une petite pirouette, puisque les protocoles de la finance décentralisée ont augmenté significativement ces derniers jours, ces dernières heures, sur leur capitalisation, justement parce qu'ils répondent à la problématique que subissent les banques aujourd'hui, qui sont l'auditabilité complexe, avec les blockchains et les contrats intelligents et tout ce qui touche justement à l'écosystème Ethereum. Pour faire très simple, on peut auditer, n'importe qui peut auditer, vous pouvez Stéphane, auditer un protocole DeFi et s'assurer que la totalité des fonds est présente et qu'il n'y a pas justement de faillite comptable ou autre. Eh bien, tout cet écosystème a augmenté ces dernières heures, a augmenté ces derniers jours, puisqu'il répond à la problématique que nous subissons aujourd'hui. Et effectivement, dans le cadre de la finance décentralisée, on a ce qu'on appelle les contrats intelligents, des smart contracts, que l'Union européenne regarde particulièrement dans le cadre de sa loi sur les données, et ça pourrait poser un problème sur l'innovation en Europe, puisque dans ce cadre-là, eh bien, l'Union européenne a voté un texte global qui ne concerne pas, dans un premier temps, particulièrement les smart contracts de la finance décentralisée ou des blockchains comme Ethereum, mais qui, dans sa définition, et c'est pour ça qu'il faudrait que le Parlement peaufine un petit peu son texte, pourrait les menacer et donc menacer l'innovation, puisque les smart contracts aujourd'hui sont, une fois qu'ils sont lancés, immuables. Ça veut dire qu'on ne peut pas justement les arrêter ou les changer comme on le souhaite. C'est toute la force de la blockchain. On ne peut pas faire n'importe quoi et remonter dans le temps. Et pourtant, dans le cadre justement de cette loi, l'Union européenne demande donc à ce que les smart contracts puissent être arrêtés ou réinitialisés. Alors on ne sait pas par qui ni par quoi, mais ça doit être une option. En l'occurrence, et en vérité ça concerne surtout tout ce qui est transfert de données de l'IoT, donc l'Internet des objets, mais ça pourrait impacter le monde des crypto-monnaies. Donc attention, petite précision peut-être à faire. L'industrie est plutôt soulagée de savoir que ça a été relevé, que le Parlement semble être conscient de ce problème-là et donc devrait y répondre parce qu'encore une fois, Bruno Le Maire le disait il y a quelques semaines, quelques mois, il souhaite faire de la France le camp de base des cryptos et de la finance décentralisée. Il faudra faire attention parce que la France est en Europe et si jamais il y a ce petit texte qui passe, ce sera compliqué de faire avec la France. Merci beaucoup Valentin Domé, journaliste chez Cryptost, et merci à Romain Sagui, directeur des opérations de CoinHouse.